Donc je suis Nicolas Bénard, je suis maraîcher dans le Gers, installé depuis 2013 à Sansan, à côté de Auch. Avant d'être installé dans le Gers, j'étais installé dans le Tarn. On a choisi de quitter le lieu sur lequel on était, les terres sur lesquelles on était, parce que c'était un collectif. Et voilà, il y a eu des accords qui ont fait qu'on a préféré quitter le lieu. Et du coup, on a cherché dans tout Midi-Pyrénées. Ça a pris 2 ans de recherche. Donc la ferme Canopée, en fait, c'est un lieu qui est collectif aussi, avec 3 maraîchers actuellement installés sur le lieu, complètement indépendants. En tant qu'agriculteur, on est fermier de cette société, avec un fermage environnemental. On avait un petit peu l'idéal de vouloir venir habiter à la campagne, vouloir vivre de notre travail, vouloir être un maximum autonome au niveau de notre alimentation, et avec une conscience écologique qui est sur le fermage. On a 3 hectares qui sont dédiés au maraîchage, ou qui sont irrigables, et 5 hectares qui sont des terres plus sur les coteaux, qui sont non irrigables, qui nous permettent de nourrir nos animaux et de faire des pâturages pour les animaux et de faire notre foin. L'idée de départ, et c'est ce qui est actuellement, c'était d'avoir à peu près 1 hectare de culture maraîchère, plein champ. Actuellement, on a 1200 m² de serre, d'abri froid, et c'est un petit peu limite par rapport à toutes nos commercialisations qu'on a. On va monter 800 m² de plus là cet hiver, et du coup on va passer à 2000 m². Environ 3500-4000 m² de verger. On a aussi une production de plants. On est parti sur un système agroforestier avec une haie tous les 20 mètres et le jardin potager entre ces haies. Donc cette haie est composée d'arbres plutôt grands, d'arbres fruitiers qui vont être entre 4 et 5 mètres, 6 mètres de haut. Et ensuite les essences champêtres qui, elles, vont être taillées, elles rabattues régulièrement pour être maintenues à une hauteur de, on va dire, 1 à 2 mètres, qui vont permettre à la corolle de l'arbre fruitier de se développer plus facilement, et en maintenant les essences champêtres plutôt bas. Les essences champêtres choisies en fonction de leur capacité à accueillir les auxiliaires et de leur capacité à créer de la biodiversité dans la haie. Donc voilà, on a déjà 2 étages, un étage arbre fruitier plutôt haut, un étage arbre champêtre qui est plutôt intermédiaire, et donc l'idée aussi c'était d'intégrer un étage de plantes vivaces plus bas, en bordure des arbres, en bordure des haies fruitières, avec des plantes vivaces qui peuvent être soit des potagères comme l'artichaut, soit des petits fruits, cassis, groseilles, framboises, soit des plantes aromatiques qui vont aussi permettre par leurs arômes de réguler les ravageurs et tout ça. Donc on a des jardins, entre chaque haie de 20 mètres, on a un jardin qui fait à peu près 15 mètres sur 45 mètres, ce qui nous fait 650 ou 680 m². On a reproduit donc ce schéma-là sur toute la surface des 3 hectares, plein champ, ce qui nous a donné 12 jardins identiques, de surface identique. Donc reproduire ce schéma, ça nous permet de rationaliser tout notre système de production. Ça nous permet d'avoir tous les gouttes à gouttes de la même taille, ça nous permet d'avoir tous les voiles de la même taille, tous les asperceurs de la même taille, et ça nous permet aussi, surtout, de rationaliser notre rotation. Donc nos rotations se fait sur 12 ans. Chaque jardin a une composition de jardin qui est plutôt fixe. Donc il y a un jardin avec des courges, un jardin avec les solanacées, tomates, poivrons, un jardin qui va être un jardin d'hiver avec les choux, les navets, les radis. Le maraîchage diversifié, il est choisi aussi parce qu'on a choisi de faire des paniers. Et actuellement, on a 36 légumes différents et 96 variétés. Sur les arbres fruitiers, on a donc 6 ou 7 ou 8 arbres fruitiers différents avec une trentaine de variétés différentes. Donc une très grande diversité. On va voir que ça pose certaines contraintes, notamment de technicité derrière. Parce que du coup, il faut être formé pour chacune de ces espèces. Ça oblige à se former. Donc on est allé voir à Yveline Le Terme,
On en a profité aussi pour faire des formations avec elle sur les arbres fruitiers, voilà, on s'est formé aussi sur les essences champêtres, sur les choix des essences champêtres. On a travaillé avec Arbres et Paysages 32. Alors le choix des variétés, premièrement en termes de goût, d'aspect, on a choisi des variétés qui produisent bien dans les conditions de production que nous on a. Les conditions de production que nous on a, c'est quand même moins d'eau que le maraîchage classique, pas de paillage plastique et peu de traitements, ou en tout cas que des traitements à base de plantes. Donc plutôt des variétés qui vont être résistantes et des variétés qui vont bien s'adapter à notre climat. On a besoin d'avoir des légumes tout au long de l'année, des variétés en fonction des maturités, beaucoup. Donc un marché le jeudi matin avec distribution de paniers le jeudi matin. Et ensuite, à nouveau récolte le vendredi pour la vente à la ferme qui est le vendredi soir de 17h à 19h avec la distribution de la deuxième moitié des paniers. Et on a un marché de Grenade, donc qui est beaucoup plus loin celui-là, et qui est le samedi matin. Du coup ça permet d'avoir un peu toutes les commercialisations à la suite et ça permet de dispatcher un petit peu les récoltes. Ce qu'on n'a pas vendu le jeudi, on les remet dans le panier du vendredi. Ce qu'on n'a pas vendu le vendredi, on peut les mettre sur le samedi. Un tiers du chiffre d'affaires, c'est les paniers. 50-60% qui est des marchés. On fait 3 marchés de détail. Et à peu près 5% qui vont être des magasins, des livraisons de restaurants et des livraisons de magasins de producteurs. Et 5% restant, c'est les plants. Et donc on interrompt totalement la commercialisation, nous, de à peu près début janvier, janvier, février, mars. Donc effectivement, toute cette diversité cultivée et la commercialisation en panier nous oblige à avoir une planification le plus carrée possible. Toute la planification de toute l'année, au jour près quoi. Donc on a tout notre calendrier semis et plantation qui est calé, on va dire fin janvier. J'ai mis en place des tableaux informatiques assez poussés qui nous permettent de calculer automatiquement un maximum de choses et qui sont affinés chaque année. La valeur de la ferme canopée, c'est de limiter le travail du sol parce que le travail du sol, ça apporte destruction d'une partie de la vie biologique présente dans le sol. On a 5 animaux, 4 ânes, une mule, c'est un peu nos tracteurs. Mais on a aussi un tracteur sur la ferme. C'est quelque chose qui est vraiment très adapté à notre système. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut amener petit à petit. Il ne faut pas être pressé. Mais c'est comme l'histoire des plans, faire ses plans ou quoi. Donc on a un traction animale moderne. On utilise très peu d'outils anciens. On n'utilise que des outils modernes. On ne fait pas de labour, donc on ne fait pas de retournement de la terre profond et tout ça. On fait du travail de surface. Ça ne nous empêche pas, nous, d'utiliser le tracteur. On a une certaine exigence en termes de rentrée économique qui font qu'on a des certains niveaux de production, qui font que pour le moment, on n'est pas capable de mettre en œuvre à 100% la traction animale sur notre ferme. Donc on utilise le tracteur dans la conduite maraîchère. On va l'utiliser pour les grosses reprises de sol de printemps, quand le sol a été très tassé par les pluies d'hiver, quand elles ont été très présentes. Pour toutes les implantations d'engrais verts, donc on fait beaucoup de semis de couverts végétaux qui vont être détruits avec un broyeur, pas sur le tracteur lui, donc un tondeau-broyeur, et ils sont intégrés au sol avec le tracteur, soit avec des outils à dents. On a un seul outil rotatif qui est une herse rotative qui va permettre de faire un travail de surface et de mélanger un petit peu la terre aux débris végétaux qu'il y a en surface. Une fois qu'on a fait ce travail-là, tout le reste est fait en traction animale. En traction animale, on va préparer les planches, préparer les billons, on va décompacter le sol aux endroits où on a besoin et faire les préparations de semis ou de plantation. Et ensuite, tout l'entretien des cultures est fait en traction animale. La traction animale, ça nous permet de ne pas utiliser de paillage plastique parce qu'on a un porte-outil, la cassine, qui nous permet d'intervenir en culture et de faire des binages de précision seuls. Tous les outils donc, de traction animale
sont fabriqués par une petite association ariégeoise qui s'appelle Promata et qui développe et fabrique ces outils et qui nous ont permis aussi de nous former. Donc on a deux types de cultures. Les cultures binées, sur sol travaillé, et les cultures paillées, sur sol travaillé ou non. Les cultures paillées, la plupart des cultures paillées, elles ont eu un précédent de couverts végétaux. Donc souvent c'est un métail, mélange de céréales, légumineuses. Cet engrais vert il est implanté, il est semé à la volée après un travail de surface, après un travail du sol de surface au tracteur. Un couvert végétal donc, qui souvent est dans les 1 mètre, 1,50 m de haut, qu'on va broyer, ça va faire un gros mulch. Et par-dessus ce mulch, on va rajouter, donc on va dérouler nos gouttes à gouttes si besoin. Certaines cultures comme le chou n'ont pas de gouttes à gouttes, c'est que par aspersion, mais les tomates ou les courges vont avoir les gouttes à gouttes sous le paillage. On déroule les gouttes à gouttes qu'on met au bon hauteur et on va y mettre une bonne 25-30 cm de foin par-dessus. Donc là on déroule des grosses boules de foin et on répartit le foin à la main. C'est un très gros travail qui demande beaucoup de temps, mais qui va permettre de ne plus intervenir sur le désherbage du tout pendant la culture. Ça va permettre de économiser de l'eau et de nourrir le sol pour les cultures suivantes. Ensuite, on va juste écarter le foin, gratouiller un peu le sol avec une petite pelle et mettre nos plants et planter comme ça. Le foin il va être plus équilibré en termes d'azote et de carbone et du coup il va être capable de libérer assez rapidement des éléments nutritifs pour la culture en cours. Donc les cultures binées, c'est toutes les cultures où le sol va rester à nu entre guillemets pendant la culture. Donc on va créer ces petites buttes en traction animale avec la billonneuse à disque. On va créer des buttes de différentes largeurs en fonction des cultures qu'il va y avoir dessus et de l'ampleur qu'elles vont prendre. Et on va intervenir donc avec un combiné de binage qui va nous permettre de biner à la fois sur le rang avec les doigts bineurs, sur le bord de la butte avec des rasettes de sarclage, dans le sillon et reformer avec les disques, reformer la butte derrière pour que en un passage, on ait toute la butte qui soit binée. Une seule intervention. 10 à 20-25 jours après la plantation, ce premier binage. Ça permet d'ôter toutes les petites herbes et toutes les plantules qui sont en train de pousser. Ça permet de décrouter s'il y a eu une croûte de battance qui s'est formée avec les pluies. Et ça permet du coup de réoxygéner le sol et de booster un petit peu la culture et de la faire bien démarrer. Et ça permet aussi de composter, d'accélérer le compostage de toutes les matières organiques qui sont en surface. Donc contre les ravageurs, nos interventions c'est plutôt des interventions classiques. C'est-à-dire que soit on les protège avec des filets, soit on intervient en amont sur de la prévention. On fait énormément de prévention avec des purins de plantes, préparation à base de plantes, tisanes. Des préparations antifongiques entre guillemets qui vont être de la tisane de prêle avec un petit peu de bouillie bordelaise éventuellement pour certaines cultures et des préparations comme des purins de ortie ou consoude qui vont être des éliciteurs qui vont permettre de booster un peu la culture quand elle a besoin d'être soutenue. On a un atomiseur donc à moteur, un atomiseur à dos qui permet de faire des interventions assez rapides. Donc on a commencé à 2 avec ma compagne, avec moi en entreprise individuelle. Et depuis cette année, donc, on est associé avec Déborah et on a changé de statut, on est passé en GAEC. On est les 3 associés et on a aussi une salariée qui est à 20-25 heures semaine du mois de avril, on va dire au mois d'octobre, fin octobre. Donc ça correspond à 3,6 UTH.
pour être précis, en comptant les stagiaires. Il y a des semaines dans l'année où je suis à 70 heures par semaine et où je travaille 3-4 week-ends d'affilée et que je ne lève pas le nez du guidon parce qu'il y a des obligations. On prend 15 jours de vacances en plein été, chacun, et on prend une semaine dans l'hiver aussi, une semaine, 10 jours dans l'hiver. En plus, on a fait un choix, c'est de salariés, et ça a été un très bon choix, on l'a fait au bon moment. Enfin bon, on a l'activité qui le permet. Hein. Grosso modo, on a commencé avec 2500-3000 euros d'apport. Et on a trouvé un banquier gentil qui a cru en nous et qui nous a prêté 15 000 euros. Ça, c'était dans le temps. Ce qui nous a permis de faire les premiers investissements et de toucher la subvention à l'installation progressive qui était de 10 000 euros. Ça nous a permis de commencer à produire un petit peu, de faire rentrer de la trésorerie et puis avec cette trésorerie de pouvoir réinvestir. La phase d'installation progressive, on a dépensé grosso modo 20-25 000 euros d'investissement. En arrivant ici dans le Gers, j'ai fait une installation JA avec une demande de DJA et j'ai fait un emprunt supplémentaire pour de la trésorerie, du fonds de roulement. Donc j'ai fait 15 000 euros d'emprunt supplémentaire. Et on a réinvesti donc, dans des nouveaux outils de traction animale, on a réinvesti surtout le bitunnel, donc 2 serres supplémentaires de même surface. Voilà, on a investi surtout dans l'irrigation, donc on a fait tout le système d'irrigation enterré. Là maintenant ça fait 3-4 ans qu'on se rémunère de manière progressive. Au début on prenait qu'un salaire pour deux, qu'un salaire. On prenait style 600 euros par mois pour deux, pour moi et Hélène. On se paye pour le moment 600 euros chacun. Mais en fin d'année, on avait une trésorerie, on dégageait des bénéfices qu'on mettait sur un compte épargne. Et donc si on intègre tout, ce qu'on a pu épargner et tout ça, je crois que ça faisait 1200, 1400 euros de... En fait, on a toujours prélevé que ce qu'on avait besoin. Et laissé tout le reste pour l'entreprise. Après, j'étais en entreprise individuelle. Et là, actuellement, on a une trésorerie qui est très très haute, mais on a des gros investissements à faire. Et en fait, on avait prévu de faire un emprunt parce que donc on a un bitunnel supplémentaire à monter et au final, on va tout autofinancer. On devrait faire dans cette année dans les 70 000 euros. Pour être bien, de toute façon, le GAEC, il faut qu'il tourne dans les 70 à 80 000 euros. Pour être à l'aise. En fait, on aimerait essayer de stabiliser un niveau de production qui soit soutenable par rapport au travail fourni et par rapport au chiffre d'affaires, aux besoins, tout ça. C'est vrai que ça va avec un mode de vie qu'on a choisi nous-mêmes, de sobriété et tout ça. On est peu dépensier, on a quand même peu de charges de famille. Un élément important, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup. Bien réfléchir en fait à la progression de son installation. Avoir un objectif clair, ça veut dire faire des prévisionnels, ça veut dire poser les chiffres et faire des scénarios chiffrés. Et on se projette mentalement sur la quantité de travail qu'il y a à faire. Et quand on se dit pour telle tâche, j'imagine qu'il faut 3 jours, et ben on prévoit 6 jours. Toujours. C'est-à-dire ça a été nous depuis le début on a fait ça. On se dit avec ça je peux me faire 3000 euros. Et bien je prévois que je me fais 1500 euros. Toujours, toujours, toujours. On divise par 2 tout. On multiplie le temps de travail par 2, on divise par 2 le revenu. Nous on a eu la chance de rentrer dans le parcours d'installation progressive, de l'installation progressive déjà. Installation progressive au départ, on s'est dit bon, on a un objectif qui est l'attraction animale, réduire le travail du sol, utiliser des paillages végétaux, être autonome au niveau de nos intrants. Mais au début, on a acheté nos semences, on a acheté nos plants, on a utilisé un tracteur et on s'est dit d'abord il faut toucher la terre, apprendre à connaître notre terre et puis apprendre à cultiver, voir comment les légumes réagissent, apprendre à apprivoiser toute la diversité qu'on va cultiver, donc apprivoiser chaque légume.
et tester des itinéraires culturaux. Et donc effectivement, il y a toute une progressivité. Donc on acquiert des compétences en faisant et par expérience. Et c'est pas en une année qu'on acquiert l'expérience. L'expérience, effectivement, c'est en plusieurs années. Mais il ne faut pas hésiter à faire évoluer. Et puis, il y a des choses qui sont très importantes, c'est les échanges avec les autres agriculteurs. Alors, avec les autres agriculteurs bio ou pas bio, avec les voisins, avec ceux qui cultivent autour de nous déjà, mais aussi avec les autres maraîchers, par le biais de réseaux. Donc là, nous, dans le Gers, on a la chance d'avoir un GAB qui est maintenant le Bio du Gers, donc un groupement d'agriculture biologique. On a un ADR aussi, on a une chambre d'agriculture qui est active, avec plein de formations. Enfin voilà. Deuxième chose qu'il faut aussi, c'est pas lésiner sur la formation. Tant qu'on a du temps, il faut se former déjà. Tant qu'on n'est pas installé, il ne faut pas hésiter à se former, à aller voir des gens. En fait, l'argent qu'on met dans la formation et le temps qu'on met dans la formation, c'est un investissement qui est bien plus précieux que n'importe quel matériel ou n'importe quelle chose concrète qu'on va acheter.